Bonsoir, merci beaucoup d'être venu écouter Laure Manel. Merci à vous Laure d'être venue jusqu'à nous, à Saint-Médard, à l'espace culturel. Merci. On est très contents. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et à toutes. Il y a quand même quelques lecteurs, en plus des lectrices. On vous reçoit ce soir pour votre dernier roman qui est paru aux éditions Michel Lafon, 5 heures en sursis, qui est paru depuis 3 semaines, je crois. Vous commencez déjà à arpenter la France pour les défendre. Oui. Donc merci d'être venu jusqu'à nous. Vous êtes une autrice prolifique, nous en parlions toutes les deux tout à l'heure. 5 heures en sursis est votre 10e roman et votre 11e livre. Vous avez été enseignante tout d'abord, directrice d'école, avant de vous consacrer pleinement à l'écriture. Exact. Mais d'après ce que j'ai compris, l'écriture vous habite depuis longtemps, depuis que vous avez 10 ans, je crois. C'est ça, même un peu avant. Mais oui, 10 ans, ça correspond à l'âge où j'ai dit à ma mère que je voulais être écrivain. Bon, voilà, elle m'a dit c'est pas un métier. Donc c'est quand même une vocation ancienne qui vous a habité pendant longtemps et qui s'est concrétisée à un moment de vie un peu charnière pour vous. Oui, il y a eu un moment où l'écriture était complètement sortie de ma vie. Ça a duré assez longtemps, une quinzaine d'années, où j'avais même oublié que j'aimais écrire. Mais c'est revenu. Et c'est revenu à un rythme intense, en effet. Votre premier, alors c'est le premier livre publié. Vous avez au départ auto-édité vos textes. C'est en réalité votre 3e roman qui a été publié le premier aux éditions Michel Lafon. Donc c'était en 2017 pour La délicatesse du homard. Depuis sont parus, je vais citer vos titres, La mélancolie du kangourou, L'ivresse des libellules, L'embarras du choix, L'histoire d'A, Le sourire des fées, Le craquant de la nougatine, La toute dernière fois, Les dominos de la vie et Ceux qui disent les silences, qui est paru l'année dernière en 2023. Vous passez d'un univers à l'autre, vous choisissez en tous les cas à chaque fois, pour les lecteurs qui vous connaissent, d'explorer l'âme humaine. Vous avez choisi un cadre très particulier pour ce dernier texte, qui s'appelle donc 5 heures en sursis. Ces 5 heures en sursis sont 5 personnes autour d'une femme, Catherine, pour qui ils sont la fille, le fils, le mari, la sœur, la mère, et qui vont tous être confrontés à une déflagration, à l'accusation de cette femme d'un acte irréparable, d'un acte de meurtre. On va suivre du coup cette famille. Et on va en parler ensemble. Alors on va avoir un travail d'équilibriste incroyable qui va être de vous en dire le moins possible, tout en vous donnant envie. Voilà, exactement. Donc je ne vous gâche pas grand-chose. Si vous lisez un petit peu de choses sur le roman, vous avez ces quelques éléments. On va essayer d'évoquer ce qu'on peut à travers ce texte, de vous donner évidemment envie de découvrir ces personnages auxquels on s'attache énormément au fil de la lecture et qui dessine effectivement comme un portrait en creux de cette femme dont la vie chavire. C'est ce choix que vous avez fait là en explorant effectivement plusieurs voies. Vous avez choisi ici, ça dépend un petit peu de vos romans. Parfois vous êtes dans des voix en direct que vous nous faites partager, parfois dans le temps de la narration d'un narrateur. Ici vous avez choisi effectivement de nous faire entendre la voix de chaque personnage. Est-ce que c'est un choix qui s'est imposé dès le départ de l'écriture de ce texte-là? Complètement. C'était une évidence. Dès que j'ai eu l'idée du roman, en fait, ça allait avec l'idée. C'était vraiment immédiat. Parce que justement, ce qui m'intéressait, c'était d'étudier les différents points de vue autour de cet événement dramatique. Donc, à partir du moment où il y a des points de vue, j'avais envie qu'on ait vraiment l'intériorité de chacun et qu'on ait justement le point de vue d'une mère, le point de vue d'un mari, le point de vue des enfants. Et rien de tel pour moi que d'utiliser à chacun sa voix, son jeu, donc son propre jeu, et qu'on soit vraiment plongé à l'intérieur des personnages, à l'intérieur de leur tête, de leur cœur. Voilà, donc en effet, j'aime bien, selon les romans, adapter le mode de narration. Et là, c'était évidemment, pour moi, évident que c'était ce mode-là de narration. Je ne me suis vraiment pas posé la question une seule seconde, parce que c'était évident par rapport à mon projet de roman. Parce que cette femme est accusée, en effet, et le sentiment que ça donne en lisant ces différentes voix, c'est qu'on est vraiment au cœur d'une sincérité de chaque personnage, parfois d'une certaine naïveté aussi, mais ça permet pour chacun d'être vraiment dans quelque chose de très près de l'émotion. Oui, bien sûr. Oui, et puis en fonction, donc ces personnages, ils sont 5. Il y a donc la mère de l'accusé, Josette, qui est la grand-mère des enfants. Il y a donc son mari, Marc. Il y a les 2 enfants qui n'ont pas du tout le même âge, Anaïs qui a 13 ans, qui est vraiment dans l'adolescence,
Et puis son petit frère Florian qui a à peine 7 ans, donc qui est beaucoup plus petit, qu'on va évidemment protéger le plus possible. Et puis il y a aussi Nathalie, la sœur de Catherine, qui elle vit à Grenoble, sachant que l'histoire se passe à La Rochelle, donc elle habite plus loin, elle est un peu plus à l'écart des événements et des faits, on va dire, locaux, mais elle connaissait très bien sa sœur parce que c'était sa confidente, donc elle a aussi des éléments peut-être que d'autres n'ont pas. Mais en effet, j'avais envie d'étudier les différents points de vue parce que bien sûr, ils ne vont pas réagir en fonction de leur place dans la famille, en fonction de leur âge, de la même manière. Ils vont percevoir Catherine, déjà ils la perçoivent automatiquement d'une façon différente dès le départ, mais par rapport à ce qu'elle a éventuellement fait, ils vont, voilà, Josette elle va être au départ complètement dans le déni, et puis personne ne va comprendre déjà, puisque vraiment c'est un coup de massue qui leur tombe sur la tête à chacun. Mais Josette, c'est une mère, quoi, donc comme toute mère, je pense que souvent on se dit ça, quoi que fasse mon enfant, je serai là pour lui, je le soutiendrai, je ne l'abandonnerai pas, je l'aimerai toujours. J'ai lu, d'ailleurs, pour ce roman, j'ai lu différents documents, dont des témoignages de mères de criminels, et c'est ça qui ressort, c'est-à-dire qu'une mère est là de toute façon, quoi qu'il fait son enfant, enfin, en tout cas la plupart des mères, je pense. Donc j'avais envie de jouer là-dessus. Marc, il va découvrir une facette de sa femme qu'il ne connaissait pas, les enfants, ils vont vivre ça de façon aussi très différente. Comme je disais, Florian, il va être très protégé, on va dire que sa maman a été placée en prison parce qu'elle a fait une grosse bêtise, mais en gros c'est très flou quand même comme expression, mais évidemment ils ne vont pas lui dire de quoi elle est accusée. Et puis Anaïs, elle va naviguer entre d'abord le soutien envers sa mère, et puis à un moment ça va être un peu plus compliqué, elle va être dans le rejet, et elle va éprouver une grande colère, parce que si du fait de son âge elle est au collège, donc elle est aux prises avec les camarades qui ne sont pas forcément très sympas. Donc elle va être un peu victime de harcèlement, puisque sa mère étant en prison, de toute façon, qu'elle soit coupable ou non, elle est placée en détention provisoire, et en attendant le procès, et donc de toute façon, elle a une espèce d'étiquette fille de taularde collée sur le front, et c'est difficile à vivre, surtout à l'âge qu'elle a, donc ça va être assez explosif. Ce qui est intéressant, c'est qu'en ayant ces différentes voix, on a l'impression aussi qu'on est dans la vérité de chacun. On n'est pas face à une vérité, en l'occurrence, oui, on est face à un fait divers et à quelque chose auquel on est habitué en tant que lecteur. Il y a une vérité et elle est acquise. Et là, grâce à cette incarnation de différentes voix, chacun a aussi sa vérité, vous le disiez, sa perception, oui, qui est très personnelle, qui tient effectivement au lien que chaque personnage peut avoir avec elle. Oui, voilà, ils n'ont pas le même avis. Il y en a qui vont douter plus vite que les autres, il y en a qui vont être dans le soutien immédiat et tout le temps, et puis évidemment les choses vont évoluer, leur lien vis-à-vis de Catherine aussi va évoluer, et puis entre eux ça va évoluer, puisque c'est pas forcément facile de comprendre que l'un soutienne. Anaïs, elle comprend pas par exemple sa grand-mère, elle reproche à sa grand-mère quelque part d'être un peu, pas naïve, mais justement d'être trop dans le soutien, alors que finalement elle a peut-être enfanté d'une criminelle, donc voilà, elle la provoque aussi. Donc évidemment qu'il y a plein de choses qui se jouent au sein de la famille. C'est aussi ça que j'avais envie de raconter. C'est exactement ce que j'allais vous dire. C'est ça qui est intéressant. Et je pense que ça, pour vous, en tant que romancière, c'est un vrai terreau, en fait. Complètement. Voilà, c'est pour ça aussi que, en fait, c'est mon roman le plus épais, on va dire, le plus long. Mais je pense qu'il se lit quand même assez vite. Déjà parce que mes chapitres, comme d'habitude, sont très courts. Et puis apparemment, de ce que je vois des premiers retours, c'est vrai que les gens disent que souvent ils l'ont lu très vite. Mais on passe d'une voix à l'autre, du coup d'une tête à l'autre. Et je crois que j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. On parlait de la famille, effectivement, de ce lieu, en fait, qui est un terreau passionnant. Voilà. C'est infini. C'est pour ça que même si ce roman peut paraître différent de mes romans précédents, parce qu'effectivement, il y a du registre lexical, par exemple, du polar, on va dire, du policier. Il y a un libraire là, d'Angers qui a dit que mon roman commençait comme un roman policier. Bon, mais c'est pas un roman policier, c'est pas non plus un roman noir. Pour moi, j'ai écrit finalement, comme j'ai pu écrire avant, un roman, une histoire de famille, une tranche de vie. Alors effectivement, là, la famille va être confrontée à un problème pas banal, mais en même temps, après tout, ça peut toucher tout le monde. Enfin, je pense que... Parce que le livre aussi pose la question de... est-ce qu'on peut tous être coupables un jour d'un crime ? Est-ce qu'on peut... est-ce que tout le monde est capable de passer à l'acte ? Ou en tout cas, qu'est-ce qui fait qu'on peut passer à l'acte ? Qu'est-ce qui peut provoquer un genre de bascule ? Ça pose plein de questions, je pense. Oui, juste que j'ai pas la prétention d'apporter plein de réponses, mais... non, mais on sent effectivement chez vous un grand amour des personnages. Je pense que c'est ce qui traverse vraiment tout votre travail.
Et ça, j'imagine que c'est vraiment au cœur de ce que vous essayez de défendre de roman en roman. Oui, d'ailleurs, j'ai animé un atelier d'écriture samedi dernier à Paris sur le personnage, justement créer un personnage réaliste et le placer au centre de l'histoire. Moi, quand je crée mes personnages, je fais des fiches, en fait, une fiche par personnage, et je leur trouve même une tête. Je leur trouve voilà, je cherche sur Internet une photo et qui m'interpelle, ou en tout cas qui pourrait correspondre à l'idée que je me fais du personnage. À partir du moment où j'ai la photo, souvent je trouve le prénom, le nom. Alors des fois j'ai le prénom avant la photo, mais il faut que ça matche, il faut que ça aille ensemble. Et à partir de là, je déroule la fiche, les caractères, je trouve des événements du passé, leurs liens, etc. Et je m'efforce vraiment de connaître mes personnages comme si c'était des amis, comme si c'était des vraies personnes. Et comme ça, j'arrive à me mettre vraiment en chacun d'eux de façon finalement assez naturelle, j'ai l'impression, et immédiate. C'est-à-dire que là, le roman, on passe vraiment d'un personnage à l'autre, et j'ai écrit le roman, enfin, je peux apporter un petit bémol à ça, mais globalement, j'ai écrit le roman vraiment en passant d'une tête à l'autre. Enfin, c'est facile, finalement, j'ai l'impression que ça coule de source, mais parce que je les ai intégrés et qu'ils sont vraiment à l'intérieur de moi, donc je me mets facilement à l'intérieur d'eux. Je ne sais pas comment expliquer autrement, c'est un peu étrange. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez créé ça sur un temps long, donc on n'en dira pas beaucoup plus, mais en tous les cas, j'imagine que pour vous, c'est assez passionnant aussi de voir évoluer ces personnages. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez en tête dès le départ ? Est-ce que vous avancez avec eux d'une certaine manière ? Ben là, c'est par rapport à l'histoire. Effectivement, je savais que je partais pour des longues années. D'ailleurs, l'histoire commence en 2001. Il y a une vraie raison. Et ça m'a permis aussi de remonter à des événements qui nous ont plus ou moins marqués dans ces années-là, de début 2000, ou à des films, ou à des musiques qu'on a entendues. Enfin, donc j'ai fait pas mal de recherches aussi là-dessus parce que j'ai eu le temps d'oublier. Et même pour le personnage aussi adolescent, Anaïs, c'est vrai que moi je suis pas née en 88 comme elle, donc je me souviens que j'avais fait une story sur Instagram pour demander à ceux qui me suivent: si vous êtes né en 88, que vous étiez ado au début des années 2000, quelles étaient vos expressions favorites ? Parce que les expressions des ados, ça change. Enfin, et à l'époque, ils disaient pas « j'ai le seum ». Et donc, voilà, parce que l'idée, c'est toujours de coller au plus près des réalités d'une époque. Et là, mine de rien, ça fait 20 ans en arrière, ça compte, quoi. Il se passe plein de choses. Et donc, oui, j'essaye d'être vraiment dans le vrai de chacun. Et voilà, J'ai trouvé d'ailleurs que ce côté justement de faire entendre les voix aussi donnait un effet de réalisme d'une certaine manière. On est aussi dans le temps du réel. On suit à chaque réaction de personnage. Ça permet d'être aussi au plus près de ce qui va se passer au fil de oui, parce que c'est comme s'ils se répondaient un peu dans le vécu. Il y a toutes les scènes, les chapitres qui évoquent le procès. On passe d'une tête à une autre, d'une perception à une autre, évidemment qu'ils ne le vivent pas de la même manière. Et puis aussi, ce qu'on n'a pas dit et qu'on peut dire, c'est que sur les 5 personnages, il y en a quand même 2 qui s'expriment un peu différemment des autres. C'est que Anaïs, elle écrit à travers son journal intime, parce que je trouvais que c'était un peu évident qu'à 13 ans, justement, elle puisse avoir un journal intime. Donc voilà, on est vraiment dans le réel justement de son langage. Évidemment qu'elle ne se gêne pas pour dire des gros mots, par exemple, par moment. Et puis le fils, Florian, lui, il écrit des lettres à sa mère, parce qu'elle est absente de la maison, évidemment. Donc on l'a au travers des lettres à sa maman ou des cartes postales. Au début, il écrit très peu, parce qu'il est très jeune. Et puis avec les années qui passent, on a un peu plus sa voix et un peu plus de lignes. Oui, ça c'est intéressant justement parce que ça permet d'avoir l'endroit, par exemple, où tout peut être dit. Typiquement le journal intime, voilà. Et les lettres pour le coup où tout n'est pas dit parce que ça s'adresse à la mère, ça s'adresse au lien filial qu'on essaie de maintenir, etc. Voilà. Et ça crée un équilibre qui doit être intéressant peut-être aussi au moment de l'écriture. Ah bah complètement. Et puis, moi j'ai aimé me mettre dans la peau de chacun. Et oui, c'est sûr, mais en effet, Florian, il veut pas blesser sa mère, donc même si elle lui manque, il va pas la culpabiliser. Donc oui, il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Peut-être qu'il voudrait bien, mais moi, du coup, c'était un peu peut-être enfermant ce côté-là, parce qu'on a peut-être moins ces pensées profondes, quoiqu'à un moment, j'ai trouvé une petite ruse pour qu'on en sache un peu plus. Mais on en sait aussi par écho, les uns parlent des autres, ou les uns ne s'attendent pas aux réactions des autres, etc. Il y a quelque chose de très immédiat avec vos personnages. Oui, voilà, oui, bien sûr, évidemment que chacun évoque Catherine, qui, elle, donc, est hors champ, mais chacun parle des autres aussi, donc par exemple, quand il y a des petits conflits entre la grand-mère et l'ado, des fois c'est relaté par la grand-mère, des fois par l'ado, des fois c'est Marc, le père, qui explique que c'est un peu compliqué entre elles. Enfin,
Oui, tout est lié de toute façon, c'est un pack. Il y a une autre chose qui est au cœur aussi de la famille, c'est ce qui se transmet, c'est la peur de ce qui peut se transmettre. Ça, c'était un sujet qui était important aussi pour vous à aborder ici. Oui, parce qu'on peut, sur la question de la violence d'un geste, est-ce qu'on peut se dire d'où ça vient déjà? Donc la mère peut culpabiliser parce qu'elle a potentiellement enfanté d'un monstre, en tout cas de quelqu'un qui a peut-être fait quelque chose de monstrueux, et puis la fille va, elle, se dire, voyons, si maman a fait ça, est-ce que moi je peux le faire aussi? Est-ce qu'elle m'a transmis ça dans les gènes, en gros? Est-ce que moi aussi je peux faire preuve de violence, si c'est vrai? Donc oui, il y a une histoire de transmission et ouais, oui, je ne sais pas si je peux vraiment en dire plus. Et le personnage d'Anaïs, en effet, l'adolescente dont on parlait, est un personnage vraiment clé du roman. Elle a une voix qu'on entend particulièrement fort, parce que c'est un moment charnière aussi, l'adolescence. Ça, c'était une des raisons peut-être aussi de donner une belle place comme ça à ce personnage, parce que c'est des moments où énormément de choses se jouent. C'est une zone grise aussi à certains moments. Oui, c'est difficile. C'est une période difficile pour tout le monde. C'est un moment où on se cherche, on n'est plus un enfant, on n'est pas encore un adulte, on n'est plus dans l'idéalisation de ses parents, on est un peu en train de faire sa propre personnalité et tout ça. Et en effet, très clairement, Anaïs, c'est le personnage principal quand même parmi les 5. C'était voulu. Et d'ailleurs, pour ne rien vous cacher, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait un petit bémol quand j'ai dit que j'avais écrit au fil de la plume, que j'avais intercalé tout le monde. En fait, au tout départ, quand j'ai écrit le roman, c'était pas tout à fait clair dans ma tête la partie des faits et l'enquête, on va dire, criminelle, enfin justement le côté un peu plus policier. Donc j'étais bloquée, j'arrivais pas à démarrer mon roman parce que le roman commence directement avec l'arrestation de Catherine et du coup, même sur les procédures, les policiers, comment ça se passe, une garde à vue, etc. Enfin bref, j'étais un peu coincée. Donc, mais j'avais quand même une vue assez précise de où je voulais aller et notamment de passer évidemment par un procès. Et en fait, j'ai commencé à écrire les chapitres Anaïs à partir du procès, alors que le procès là, il est quasiment à la moitié du livre. Et j'ai écrit une 50aine de chapitres Anaïs à la suite. Parce que là, je sens, enfin vraiment, ça sortait tout seul, quoi. J'étais Anaïs. Et bon, à un moment, en effet, je me suis dit, bon, faudrait peut-être que je commence le début du roman, vu que j'ai pas du tout démarré au début. Et c'est là que j'ai affiné, justement, dans ma tête, que j'ai clarifié les choses sur l'enquête et tout. D'ailleurs, j'ai eu l'aide un peu d'un spécialiste en la personne de Olivier Norek, qui m'a fait l'amitié de... Pas n'importe quel spécialiste. De répondre à mes questions. Puisqu'en plus, lui, il était policier en 2001, parce que j'avais aussi des questions tout simplement sur des procédures criminelles, la police scientifique et tout ça, parce que si je fais des recherches sur Internet maintenant, on va me dire oui, l'ADN maintenant c'est comme ça, le bornage téléphonique c'est comme ça, mais en 2001 c'était comment, qu'est-ce qu'on savait, qu'est-ce qu'on savait pas faire, enfin bref. Donc bref, il m'a aidé à démêler tout ça, et après, j'ai redémarré au début avec Anaïs et les autres, et puis après j'ai rejoint là où j'étais rendue avec Anaïs, et j'ai intercalé les autres. Et puis j'ai filé comme ça jusqu'à la fin du livre, mais c'est vrai qu'Anaïs, c'est le personnage central, c'est elle qui va être la plus en confrontation avec sa mère, dans le rejet de sa mère, etc. Parce que je trouvais ça intéressant, justement, et ça, pour moi, ça passait plus facilement par elle que par les autres, qui sont peut-être plus dans le soutien, encore que ça peut évoluer. Enfin. C'est un personnage qui, par définition, est en construction, peut-être aussi plus voilà, que les autres. Mais oui, bien sûr. Voire en déconstruction du coup, parce que ça n'aide pas à grandir non plus déjà d'être privé de sa maman et qu'elle soit accusée de faits aussi graves, quoi. Et ça donne un angle effectivement très intéressant ce que vous avez choisi sur ce texte-là, parce que c'est vrai qu'on entend peu parler des effets collatéraux sur les familles des accusés. On a évidemment plus l'habitude d'entendre la voix des victimes, des familles des victimes. Et là, c'était une idée que vous aviez depuis longtemps. Quasiment tout de suite. Quand j'ai eu l'idée du roman, oui. C'est-à-dire que assez vite, c'est-à-dire je crois fin 2022, je savais que j'avais envie d'aborder un fait divers. Parce que c'est pareil, c'est un terreau romanesque, il y a plein de choses à raconter, il y a plein de fils à tirer. Je ne savais pas du tout par quel bout prendre ce fait divers que j'aurais de toute façon inventé. Et un jour, je suis tombée sur une émission qui s'intitulait Un criminel dans la famille, et donc il y avait des témoignages de personnes qui étaient concernées. Donc il y avait un mari, ex-mari, il y avait une mère, justement, qui défendait son fils, etc. Et là, tout de suite, c'est là que je me suis dit, ouais, c'est vraiment ça que je veux raconter. Et puis, il y avait justement les points de vue, sauf que je me suis dit, avec une même affaire, je peux faire les points de vue, tous les points de vue pour la même chose. Parce que j'aurais pu finalement écrire un roman sur un mari dont la femme aurait été incarcérée, etc. Mais ça me paraissait vraiment intéressant de jouer sur les points de vue.
Donc c'est là que j'ai vraiment eu le déclic et l'envie de raconter cette histoire comme ça. Et en effet, je me suis dit, tiens, c'est pas banal, je pense, de prendre cet angle-là, de parler la famille d'une accusée, déjà d'une femme et pas d'un homme. Il y a quand même à peine 3% des femmes dans la population carcérale en France, donc c'est quand même très peu, c'est quand même pas elles qui remplissent le plus les prisons. Donc j'avais pas envie d'aller dans ce cliché-là. Au début, c'est pareil, j'aurais pu choisir de faire du mari un homme violent qui aurait justement pu tuer sa femme, par exemple, lors d'un féminicide, mais je trouve que c'est un sujet qui est beaucoup abordé en ce moment. Non qu'il soit pas intéressant, évidemment, mais enfin, justement, c'est pas facile, je trouve, d'aborder un thème qui est beaucoup rebattu. Et puis ça peut. Enfin, voilà, j'avais pas envie d'aborder ça comme ça, en tout cas. Donc voilà, j'ai trouvé une autre façon de faire. Mais en effet, je trouve que c'est intéressant parce que la famille d'une victime, évidemment, qu'on va avoir de l'empathie pour elle, on va se dire là, c'est terrible, ils ont perdu leur femme, leur mère ou je ne sais qui. Et c'est terrible, donc on a une empathie immédiate, donc quelque part ce serait facile. Mais finalement, on ne pense pas souvent que l'accusé ou le meurtrier, il a aussi une famille qui parfois n'est pas, qui est pour rien la plupart du temps, je pense, et sur qui tombe vraiment, le ciel s'effondre. Et donc pour eux aussi, voilà, oui, quelque part, ce sont des victimes puisqu'ils n'ont pas choisi d'être là, d'être mis dans la lumière, leur nom est entaché dans la presse, ils se retrouvent. Leur nom est dans les journaux, à la télé, et ils deviennent l'affaire du puits. Enfin bref, c'est tout de suite, c'est des sortes de l'anonymat. Et alors qu'ils avaient une vie tranquille, ils se retrouvent pris dans la machine judiciaire. Donc ils sont, oui, dans la tourmente, alors que, oui, ils n'ont rien demandé à personne, et ils sont responsables de rien. Et en plus, lors d'audition ou lors du procès, quelque part, on se dit ah tiens, c'est la famille de l'accusé, ils sont un peu. C'est pas qu'ils sont coupables ou suspects, mais c'est que quelque part ils sont dans le mauvais camp et donc on peut les voir très négativement. Oui, ils sont attachés effectivement de ce choix, de cette destinée-là, et ça va avec ce que vous disiez tout à l'heure sur la personne ordinaire. Catherine est une femme bien sous tout rapport, et il y a cette dimension effectivement qui nous renvoie au miroir. Ça pourrait arriver à n'importe qui. Ça crée une vraie proximité avec vos lecteurs aussi. Oui, alors je veux pas dire que non, mais c'est une question. On se pose forcément cette question-là. Enfin, il y a quelque chose qui revient, je trouve, aussi dans vos livres. Il y a cette proximité-là, très forte avec vos personnages qui peuvent traverser comme ça des épreuves de la vie auxquelles tout un chacun peut être peut-être confronté un jour. Oui, il y a ce côté d'identification, parce que souvent ça peut arriver, enfin peut-être pas à tout le monde, mais c'est vrai que ça peut arriver, ou même des fois on peut tout simplement être coupable d'un homicide involontaire, voilà. Et ça va être évidemment très difficile à porter si, par exemple, je sais pas, on renverse quelqu'un en voiture. Donc, oui, ce genre d'histoire. Après, moi, j'écris pas forcément en me disant tiens, qu'est-ce que les lecteurs vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire et tout. Mais en tout cas, j'écris avec moi ce qui m'interroge. Et là, c'est une question que je me suis posée. Et je me suis dit que c'est peut-être une question intéressante à poser. Après, visiblement, les premiers retours sont vraiment très positifs. Et même si peut-être que c'était un roman un peu prise de risque parce que justement j'allais sur un chemin où on ne m'attendait pas trop. Des fois on me dit ah, je ne vous attendais pas du tout dans une histoire comme ça. Mais ça reste, comme je disais, pas du tout un roman policier. Donc finalement, c'est moi quand même, quoi. C'est ma plume aussi, c'est oui, mes personnages peut-être, et des questionnements sur la famille, sur les liens. Tout ce qui m'anime moi en fait, je pense qu'on me reconnaît quand même dans cette histoire. Oui, il y a un questionnement qui est puissant aussi sur l'impact que ça peut avoir sur une vie et la liberté qu'on peut avoir de réagir à ça ou pas. Je voulais dire un passage qui est très beau d'un des extraits justement du journal d'Anaïs. Je suis au bord du précipice et le vertige est là. Le vide m'appelle, m'aspire, c'est comme la drogue qui dit reprends-moi. Est-ce que je suis encore maître à bord? Est-ce que j'ai démissionné? Est-ce que je vis? Est-ce que je me laisse vivre? Est-ce que je suis actrice ou spectatrice? Est-ce que je suis dans la maîtrise? Est-ce que j'ai tout lâché? Est-ce que je domine? Est-ce que je subis? Où sont mes choix? Et ça, c'est vraiment une question qui est au cœur de toute existence. Et vous choisissez régulièrement dans vos textes aussi des existences qui sont comme ça, chamboulées par un événement charnière. Normal, parce que j'ai envie de dire, si tout va bien, il n'y a rien à raconter. Tout le monde est heureux, c'est super, mais ça ne fait pas un roman. Donc évidemment que pour créer un roman, il faut qu'il y ait un problème, alors plus ou moins majeur, mais il faut qu'il y ait quelque chose, quoi. Alors des fois c'est juste un roman, voilà, le héros a un but, il y a une quête, etc. Donc c'est peut-être moins négatif, mais souvent il faut qu'il se passe quelque chose, il faut qu'il y ait un vrai problème, une vraie problématique, et
et un chemin pour dépasser ça, surmonter, etc. Enfin, c'est un peu ça que j'ai voulu raconter. C'est un peu la question qui est posée sur le bandeau d'ailleurs. Et les 5 heures en sursis, ce sursis-là, on voit effectivement une idée d'un temps suspendu. On a l'impression que le temps s'arrête. Et cette dimension-là, j'imagine, était intéressante pour vous à creuser aussi, justement, sur tout ce que ça transforme, sur tout ce que, voilà, une vie qui aurait pu être d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est ça, ils sont dans l'attente. Alors, notamment, évidemment, au procès, avec l'attente du verdict, ils sont au bord du précipice, parce que leur vie a déjà basculé depuis 2 ans. Mais alors là, c'est vraiment, voilà, quel chemin va prendre leur vie. Est-ce que Catherine va rentrer à la maison? Est-ce que non? Et puis, si elle est reconnue coupable du meurtre et même de l'assassinat, du coup, dans ce cas-là, c'est perpétuité, c'est un certain nombre d'années de sûreté, donc c'est infini, quoi. Enfin, j'imagine qu'on s'est tous posé la question. Des gens qui passent des années et des années en prison, qui un jour vont sortir, la vie a changé, tout a changé, leur famille a changé, et souvent, enfin, c'est comment dire, c'est prouvé, enfin, j'allais dire scientifiquement ou sociologiquement, j'ai lu un livre là-dessus, sur les liens justement familiaux qui se délitent, parce que bon, au début, peut-être on va au parloir, on va voir la maman ou le père en prison, les enfants, alors c'est tellement pas un lieu pour les enfants, la prison, mais bon, si un parent est en prison, évidemment que l'enfant il va y aller, les enfants on va les emmener, alors peut-être au début très régulièrement, puis à un moment ça va peut-être s'estomper et les liens familiaux se délitent, il y a beaucoup de séparations dans les couples dont l'un des deux est incarcéré, donc il y avait plein de choses aussi à voir à ce niveau-là. Oui, il y a la vie qui continue en fait, hein, malgré oui, tout. Malgré tout, ils sont bien obligés de grandir, de vieillir et au fil des années, quoi. Alors, je voudrais laisser un peu de temps à vos lecteurs, à vos lectrices, profiter de la présence de Laure Manel si vous avez envie de lui poser des questions sur ce texte ou sur d'autres livres que vous avez aimés. Est-ce que certaines d'entre vous ont envie? On peut passer tout de suite à la deuxième question, c'est plus facile. Ne soyez pas timide. Oui, ça peut aussi concerner soit un roman précédent, soit une question plus générale sur l'écriture, sur je sais pas quoi. Oui? Je vous passe le micro. Comment vous choisissez les lieux de vos romans? Oui, alors c'est vrai que je choisis toujours des lieux que je connais et que j'aime aussi. Parce que j'ai besoin justement de connaître, ou alors éventuellement je me déplace. Par exemple, Ouessant, je connaissais très très peu et j'y suis allée, retournée, etc. J'ai vraiment arpenté l'île plusieurs fois, plusieurs jours et tout ça. Parce que moi j'aime bien ne pas être, comment dire, trop vague dans les descriptions. Et en même temps, je passe pas des pages et des pages à décrire les paysages, mais enfin, ça dépend des romans. Quand c'est important, oui. Je trouvais que l'ambiance Ouessant, pour le livre de l'année dernière, c'était hyper important, donc il y a quand même pas mal de descriptions des lieux et tout ça, et de l'ambiance. Bon là, le lieu, sincèrement, il n'a pas une importance capitale, c'est-à-dire que j'ai choisi La Rochelle parce qu'il me fallait une ville, mais j'aurais pu mettre ça à Bordeaux, à Angers ou à je sais pas où. Là, le décor, quelque part, on s'en fiche un peu, j'ai envie de dire, c'est une ville. Mais j'aime bien, oui, c'est important pour moi les lieux. Et d'ailleurs, enfin, je le dis à la fin donc ce ne sera pas forcément une surprise, mais à la fin des remerciements, le roman l'année prochaine, ça sera à l'étranger, parce que j'ai envie de partir ou de vous faire partir dans un endroit que j'ai eu la chance de découvrir. Et parce que je trouve que ça apporte plein de choses aussi sur aussi la géographie, l'histoire, les traditions, le langage, enfin, plein de choses, quoi. Et j'aime bien faire passer ça aussi. Après là, tu as La Rochelle et tu as quand même le symbole où il passe le pont pour aller chez... Oui, il y a l'île de Ré aussi à côté. Les réfugiés dans l'île de Ré, donc oui. Parce que oui, Mamie Josette habite... Il y a l'éloignement géographique aussi qui joue son rôle. Le pont, c'est symbolique en fait. Oui aussi, c'est vrai. Mais vraiment, cette histoire, j'aurais pu la mettre dans un tout autre contexte. C'est pas Enfin, par exemple, vraiment Ouessant, dans Ce que dit silence, c'est au cœur, c'est même plus qu'un décor, c'est presque un personnage. Là, le décor, oui, sincèrement, j'aurais pu le placer vraiment ailleurs. En plus, ça m'a pas simplifié la tâche parce qu'il y a effectivement le tribunal de La Rochelle ou la prison de La Rochelle, c'est pas à La Rochelle. Donc, à un moment, je fais ah mince, bon, bah c'est pas grave, c'est à Saintes, bon, ils vont aller à Saintes alors. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous voulez en profiter?
En tous les cas, vous êtes une autrice prolifique, effectivement, depuis 2017. Comment ça s'enchaîne, cette écriture d'un univers à l'autre? Est-ce que vous avez plein de romans dans la tête? Est-ce que c'est au fil aussi de l'écriture, d'un roman qui fait naître une nouvelle idée? Comment ça se passe dans les coulisses de l'écrivain? En fait, j'ai une idée qui arrive à la fois. Je n'ai pas d'idée d'avance. J'ai encore moins de romans écrits d'avance, parce que j'ai des collègues, camarades, auteurs qui ont des livres déjà finis dans leur tiroir ou dans leur ordinateur. Moi, pas du tout. C'est un par un et quasiment une idée par une idée. Il y en a une qui vient se nicher, s'installer dans ma tête. Et souvent, elle commence à faire toc-toc à la porte quand je suis un peu en fin d'écriture du précédent. C'est pour ça aussi, des fois, on me demande, vous n'avez pas trop de mal à laisser vos personnages partir quand un livre est fini? Mais en fait, non, parce que j'ai déjà les suivants qui arrivent. Donc, il se passe un peu la main. Mais pour l'instant, j'ai pas eu d'angoisse de la page blanche. Pour l'instant, j'ai toujours eu des idées. J'espère que ça va durer. Je ne compte pas m'arrêter d'écrire, en tout cas, c'est sûr. Après, l'idée, elle s'installe. C'est différent. Des fois, c'est l'envie d'aborder une thématique, comme là, par exemple. Des fois, c'est, je sais pas, j'ai vu une vidéo, j'ai vu un témoignage, et tout à coup, je me dis, mais oui, voilà, ça m'intéresse, et hop. Mais je fonctionne vraiment à l'envie. Voilà. Parce que de toute façon, à un moment, en effet, il y a une idée qui arrive et qui s'installe plus que les autres, parce que des fois on est effleuré par d'autres choses, mais pour moi il y a à chaque fois qu'une chose qui s'installe vraiment, et donc c'est ça. Je réfléchis pas trop, je propose à mon éditeur, ou pas forcément, parce que par exemple le roman l'année prochaine que j'ai déjà entamé, j'en ai parlé à mon éditrice que samedi, alors qu'il est commencé depuis 2 mois, et j'en avais pas du tout parlé jusqu'à présent, mais il y a une confiance mutuelle aussi maintenant, et d'ailleurs c'est ce que j'apprécie beaucoup avec mon éditrice ou avec ma maison d'édition, mon éditeur, c'est qu'il me laisse vraiment libre de ce que j'ai envie d'écrire. Ils n'ont pas cherché à me mettre dans une case ou un moule, ils ne m'ont pas demandé de faire que des homards et des kangourous. Et j'ai pu faire autre chose et évoluer. Et c'est super parce que je sens justement cette liberté que j'avais quand j'étais au tout début auto-édité et que finalement j'ai réussi à garder. Parce que je sais qu'il y a des maisons d'édition qui ont un peu envie d'enfermer les auteurs, tu sais faire ça, donc tu vas continuer à nous faire la même chose. Moi, j'ai pas du tout envie de ça, j'ai envie de changer, d'évoluer, d'aller vers ce qui me rend curieuse, ce qui m'interroge. Et donc voilà, là c'est un peu plus policier, on m'a pas dit, oh là là, non, surtout ne fais pas ça. Donc c'est chouette. Et là, vous arrivez à vous consacrer pleinement à l'écriture, en effet, ça peut... Alors là, pas du tout. Alors voilà, il y a une réalité que vous n'avez peut-être pas toujours en tête, c'est qu'il y a la vie d'écrivain, effectivement, qui a le temps d'écrire sur ses livres, et après, il y a la vie d'écrivain qui parcourt la France, qui s'occupe de son site internet, de ses réseaux, qui communique avec ses lecteurs. C'est vrai qu'on demande beaucoup aux auteurs de nos jours, quand même. Oui, là, c'est très intense en ce moment, puisque le livre vient de sortir. Et que les salons ont repris, parce qu'il y a deux grosses saisons pour les salons, c'est le printemps et l'automne. L'hiver c'est très calme, l'été c'est calme aussi. Donc, et puis c'est un peu le moment où il faut écrire, parce que moi d'habitude j'écrivais pas l'été, donc oui il faut quand même écrire entre les salons, mais là en ce moment vraiment je peux pas, parce que là on est en milieu de semaine, les week-ends d'avant j'étais à Paris, le week-end après je suis à Montaigu, demain je suis à Toulouse. Je pose à peine le pied chez moi à 24 heures et moi j'aime écrire sur des longues durées, dans des phases intensives, sur des semaines assez resserrées si possible. Donc là je sais que je vais reprendre le clavier au mois de mai, je pense que ça va déjà être un peu moins intense, parce qu'en plus là j'ai aussi une formation à Paris qui fait que ça me rajoute des dates. Mais j'ai hâte de retrouver mes personnages et mon histoire qui évidemment est dans ma tête. Par contre, même si j'ai fait une pause là, depuis 2 mois, ils sont là, je réfléchis à mon intrigue. Je réfléchis à ce que je vais pouvoir ajouter pour, rajouter des petits éléments de mystère. Oui, je prends des notes, mais des fois il y a plein de choses qui me... Après, comme on dit, souvent les vraies bonnes idées, ça s'installe de façon, donc ça reste. Mais après, c'est vrai que des fois, si on a une idée la nuit, on se dit, je me rappellerai demain matin, mais non, en général non. Donc, mais je prends pas spécialement de notes... là, j'ai pas trop de temps, mais après, au pire, oui, je peux mettre une note dans mon téléphone, ou si tout à coup j'ai une phrase qui me vient, je vais la noter, mais globalement, j'aime vraiment me poser à mon écriture et me mettre dans ma bulle, et là, c'est pas le moment. Je préfère me dire, c'est pas le moment, ça sera plus tard, que d'être dans la frustration de me dire, j'aimerais bien Là, je sais que, voilà, dans 2-3 semaines, ça sera plus simple, et j'y retournerai avec plaisir. Vous lisez entre-temps alors C'est pareil, la lecture en ce moment c'est compliqué. J'ai commencé un livre, ça fait 3 semaines.
j'arrive pas trop à lire parce que je suis beaucoup aussi sur les réseaux là, parce que déjà j'alimente, oui, en ce moment, tous les jours j'ai un truc à dire, soit de revenir sur un événement, soit d'annoncer les futurs événements, soit de mettre des avis de libraires, enfin en fait tous les jours je publie, et puis forcément on perd du temps, c'est assez chronophage, j'essaie de répondre aux messages, donc mine de rien ça représente quelques heures, donc je lis moins, puis des fois j'ai pas la force de lire, ou alors j'écoute en audio, comme ça c'est moins fatigant on va dire, dans le train par exemple, souvent je lis même pas, en revenant de salon parce que je suis fatiguée, mais j'écoute des romans. J'aime beaucoup le livre audio. Je ne sais pas si vous êtes amateur de livre audio, mais c'est... Voilà. Mon trajet de vacances. J'ai vu d'ailleurs, j'ai vu qu'il était sorti, le livre. Oui. Chez Audible. Oui, Audible. Enfin, c'est Audiolib qui le crée, mais il est sur les plateformes d'écoute. Et il existe en version numérique audio depuis la sortie du livre papier. Et il va sortir, je crois, dans quelques jours, dans la version CD qu'on peut acheter en librairie. Mais là, c'est super parce que il y a 5 voix, mais donc il y a 3 comédiens qui font les voix que j'ai pu choisir, ce qui m'associe au choix des comédiens. En fait, ils m'envoient un casting de voix chaque année. Donc j'ai le choix entre 3 comédiens par voix ou par personnage. Et comme ça, là, j'ai vraiment fait en fonction de la voix que j'imaginais, de mes personnages, justement. À un moment, il y avait un comédien qui était très bien, qui était très talentueux, mais je trouvais que c'était un peu trop léger pour Marc. Il n'avait pas une voix assez posée, assez grave, assez sérieuse pour Marc. Et donc, j'ai choisi un autre comédien, qui est tout aussi bon, mais ça s'est joué un peu là-dessus. Anaïs, pour moi, elle n'avait pas une voix fluette. Elle avait une voix quand même assez grave aussi, pour une ado, enfin bref. Donc, j'ai fait le choix aussi en fonction de comment moi je les imaginais. Et je crois que le résultat est super bon. Enfin, j'ai eu des premiers avis de l'écoute du livre et les gens sont très très contents. Ça doit être quelque chose de les sentir s'incarner comme ça. Voilà. Oui, puis là c'est vraiment des comédiens de talent. Ça rend, je pense, très très bien. J'ai hâte d'écouter vraiment. J'ai eu les petits extraits, mais je pense que je vais écouter mon livre. C'est intéressant je savais pas que c'était choisissez. Pas toujours. Hein. Moi, je suis associée au choix depuis que je suis chez Audiolib. J'ai cette chance. Enfin, quoique, peut-être au tout départ, ils m'ont dit non, ce sera telle comédienne, mais après, ça fait au moins 4 ans, je pense, facile, que je choisis. Et alors, eux-mêmes font des propositions par rapport à comment eux ressentent la chose, parce qu'ils ont plein de comédiens dans leur catalogue, donc ils se disent tiens, ce sera peut-être plutôt celui-là ou celui-là. Mais voilà, après, j'ai le choix final et c'est une chance. Et est-ce que vous aimeriez lire un de vos livres ? J'en ai lu une partie, j'ai lu les flashbacks dans les Dominos de la vie. Mais sincèrement, j'adore lire à voix haute. Enfin, quand j'étais enseignante, je lisais à voix haute à mes élèves. Voilà, j'adorais ça vraiment. Et bon, je pense savoir lire, mais sincèrement, là, c'est des comédiens et ils font ça tellement bien que j'ai pas du tout la prétention de faire mieux que quoi, très sincèrement. Donc, je préfère leur laisser le faire. En tout cas, vous avez une grande fréquence d'écriture. Est-ce qu'il y a des sujets qui vous sont plus difficiles, est-ce qu'il y a une certaine fluidité une fois que vous êtes devant votre page, ou est-ce que ça dépend aussi des univers, des voix, des textes ? Sincèrement, quand j'écris, quel que soit le sujet, quels que soient les personnages, ça me coule dans les doigts. Je sais pas comment dire, mais vraiment, c'est pour ça que la phase d'écriture est assez resserrée. Je n'ai même pas l'impression de vraiment réfléchir à mes phrases. Ça sort tout seul, quoi. C'est très immédiat. Enfin, je bloque pas. Donc c'est pour ça que des fois, je sais que j'écris du coup beaucoup de mots sur une même journée. Enfin, je compte en mots plutôt qu'en caractères, mais peu importe. Il y a des auteurs, je sais pas, ils vont écrire 1000 ou 2000 mots dans une journée. Déjà 1000 mots, ils sont contents d'avoir écrit 1000 mots dans une journée. Moi, ça m'est arrivé d'en écrire 8000, quoi. Je suis vraiment en mode machine à écrire, c'est-à-dire que je peux écrire 1000 mots en 1 heure. Quand je suis vraiment à fond, je écris 1000 mots en 1 heure. Je chronomètre. Moi, je me rends compte que parce que je tiens un planning d'écriture, je note combien j'ai écrit dans la journée, de quelle heure à telle heure, et puis voilà ce que ça fait au bout. Et du coup, voilà, je regarde et je vois un peu. Souvent, le début du roman, c'est plus long, c'est plus lent. Mais une fois qu'on est vraiment dans son histoire et complètement immergé, et qu'on sait vraiment vers où on va, et que tout devient naturel, et que ça devient en plus facile, alors là, ça file vraiment, quoi. Vous avez fait une formation en écriture de scénario aussi ? Est-ce que ça, c'est un outil vraiment qui vous est utile dans l'écriture ? Oui, alors c'est drôle parce que j'ai suivi cette formation en 2011-2012, donc j'étais loin de l'écriture de romans, et d'ailleurs, ça a été une manière justement de retourner vers l'écriture à un moment où j'avais envie de retourner vers l'écriture, mais je ne savais pas du tout par quel bout prendre la chose. Et j'avais vu ça sur Internet, vous avez envie d'écrire, devenez scénariste.
Et donc, il proposait sur ce site un stage semi-professionnel d'écriture de scénario. C'était sur des samedis complets à Paris, donc un samedi sur deux, pendant une année scolaire, je suis à Paris, suivre cette formation. J'ai jamais fait de scénario, enfin quoi que je suis en ce moment en formation scénario, mais pour adapter un roman, donc c'est un peu différent, mais en tout cas jusqu'à présent, j'ai pas écrit de scénario. Par contre, cette formation, elle m'a servi énormément, très rapidement, pour mes premiers romans, sur la structuration d'une histoire, sur l'intrigue, sur voilà, oui, les personnages. Donc c'est une formation dont je me suis beaucoup servie de façon indirecte, et même de façon assez directe, dans le sens où j'ai travaillé sur un projet de scénario, que finalement j'ai transformé en roman. C'est l'embarras du choix, en fait. Voilà, l'embarras du choix, c'était au départ mon projet de scénario. C'est vrai qu'on pourrait l'imaginer, en effet, oui. en image. Ah bah oui, complètement. Parce que c'est une écriture particulière, quand même, l'écriture des scénarios. Oui, c'est assez... C'est moins sympa technique. Ouais, voilà, c'est surtout du dialogue. C'est quand même beaucoup moins sympathique qu'écrire un roman. Mais oui, c'est intéressant aussi. Ouais. Mais en ce moment, justement, dans ma formation de scénario que je suis en ce moment à Paris, l'idée c'est d'adapter un roman en scénario, et j'ai choisi celui de l'année dernière, là, Ce que disent les silences. Donc je retravaille l'histoire un peu, parce qu'évidemment on peut faire des modifications aussi. Parce que tout ce qui est intériorité du personnage, les pensées par exemple d'Adèle dans ce roman-là, bon bah évidemment qu'on les a pas à l'écran. Donc il faut arriver à... Les décisions qu'elle peut prendre elle-même, bah là elle va en faire part plutôt à quelqu'un. Donc ça crée une nouvelle scène, des nouveaux dialogues. Donc je réfléchis à tout ça, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour l'autrice? Non. Est-ce que vous vous infligez une routine d'écriture du matin au soir, ou est-ce que vous êtes du matin, du soir? Est-ce que vous avez une ambiance aussi d'écriture, vous mettez... Ouais. Alors, je suis pas hyper disciplinée. Mais ce qui est sûr, c'est que je lis jamais le soir, ni la nuit, encore moins la nuit, et jamais le week-end non plus, parce que j'ai pas beaucoup de week-end déjà pour moi, donc c'est pas pour en plus travailler quand il n'y a pas de salon. Et j'écris le matin. En fait, si je peux, j'écris comme je fais une journée de travail, comme vous faites une journée de travail, quoi. Si je peux, je m'y mets quand je suis réveillée, quand je suis en état d'aller écrire, quoi. Donc ça peut être, je sais pas, entre 9h et 10h à peu près. Et si je peux, j'écris jusqu'à 19h. Je fais ma pause repas à l'heure où je peux m'arrêter, parce que souvent, j'ai pas envie de m'arrêter, en fait. Mais je peux être vite perturbée. Il suffit que j'ai une pause dans l'après-midi, je sais pas, une interview, un rendez-vous, je ne sais quoi. Ça a tendance à me bloquer un peu. J'aime vraiment être dans ma bulle et être perturbée par rien du tout. Donc c'est pour ça que j'écris de manière assez resserrée sur des journées longues et plutôt en condensé, pardon. Et sur l'ambiance de travail, donc j'écris chez moi, donc jamais dans le train ou dans un café. J'écris plutôt dans mon bureau, parce que maintenant j'écris sur un ordinateur fixe qui a 2 écrans. Comme ça j'ai mon texte, mes documents, internet à côté. Donc c'est plus pratique pour jongler. Alors qu'il y a quelques années, j'écrivais sur mon ordinateur portable dans ma salle à manger, mais les cervicales, au bout d'un moment, en fait, ma kiné m'a dit qu'il faudrait avoir un poste de travail plus ergonomique. Donc je suis, voilà. Et j'écris plutôt sans musique, mais parfois avec. Dans ce cas-là, plutôt du piano. Pas de musique avec des paroles. Surtout pas des paroles françaises. Mais après, oui, pour une scène, je peux écouter une musique qui va me donner un peu la tonalité de la scène, mais je peux écrire vraiment dans le silence complet. Voilà. Avec du thé. Pour les recherches, vous les faites en amont de l'écriture ou au fur et à mesure que vous avancez? Surtout en amont. Parfois, ça peut arriver que je continue des recherches dans le courant de l'écriture. Ça dépend, oui, parce que des fois, je continue à lire, je continue à apprendre. Par exemple, pour ce roman-là, j'ai même lu un livre, parce que j'ai trouvé la référence d'un livre écrit par une surveillante de prison qui a été surveillante à la prison pour femmes de Rennes. Je crois que j'ai lu son livre en novembre ou décembre. Mon livre était largement fini, j'avais déjà fait 2 versions. Ça m'a donné quelques éléments pour faire des ajouts dans la 3e version. Donc ça prouve que oui, les recherches, ça peut être dans le courant de l'écriture. J'ai fait des ajouts jusqu'à Noël, quoi. Merci beaucoup. Est-ce que c'est vous qui choisissez les couvertures des livres? Pour les couvertures, on me propose des couvertures et on se met d'accord sur celles qui fonctionnent. Là, par exemple, il m'avait envoyé toute une première série de photos, de couvertures. Et j'avais aucune évidence, aucun coup de cœur. Donc ça a mis du temps. Puis après, quand j'ai vu celle-là, c'était évident. Parce que on voit pas forcément le plus intéressant avec le bandeau, mais il y a cette cage
ombré, avec l'oiseau voilà, qui paraît libre là, mais qui est enfermé là. Donc, c'était évident par rapport à l'histoire sur l'emprisonnement, la liberté. Là, ça a fait tilt, et puis c'était... Voilà. Mais je trouve qu'il faut qu'il y ait une évidence, et il faut que la couverture dise quelque chose, il faut que le titre dise quelque chose. Si ça peut être un peu intriguant, c'est encore mieux. Donc voilà, des fois on part sur des titres, c'est un peu plat, puis pareil, ça met du temps. D'ailleurs, il a été débaptisé, puisque vous avez la version des épreuves. Je ne saurais pas. Aussi, pour raconter l'histoire, Oui, au début, il s'appelait Nos vies en sursis. Donc là, le roman qui a été sous forme d'épreuve, il s'appelait Nos vies en sursis, parce que ça a été imprimé fin novembre, et voilà, c'était à destination des commerciaux et des libraires, enfin voilà. Et donc voilà, entre-temps, on a changé le titre. Il y a plein de choses qui ne sont pas gravées dans le marbre, jusqu'à ce que ça arrive. Oui, ça dit pas la même chose, en effet. Oui, voilà, le texte aussi sur le... Voilà, exact. Le texte sur le bandeau a changé aussi. Voilà, il y a plein de choses qui changent, qui peuvent changer en dernière On met à l'épreuve. Hein. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est aussi ça le chemin d'un livre, hein, entre le texte écrit au départ et l'objet qui termine entre vos mains. Oui, parce que j'ai fait 3 versions vraiment du texte. Il y a une V1, une V2, une V3, sans parler des mini changements de toute fin. Et rien qu'entre la V1 et la V2, j'ai rajouté 10 000 mots, donc ça faisait quand même quasiment 10% de plus. Donc oui, ça compte quand même. Est-ce qu'à un moment, tu as eu peur de ne pas pouvoir tenir tes délais par rapport à ce livre qui est peut-être différent de ce que tu écris, avec plus de pages et de chapitres? Alors je me doutais que j'avançais, plus j'avançais, plus je me disais, oh là, il va être long. Et j'avais pas le choix, je voyais pas comment je pouvais faire plus court, et après on me limite pas non plus de toute façon. Mais après, sur la fin, je savais que j'allais finir. Par contre, je sais que quand j'étais un peu coincée, là, au mois de juin, l'année dernière, début juillet, tout ça, ça me paraissait une montagne, ce livre à écrire. J'avais l'impression que j'allais pas y arriver. Et bon, petit à petit, avec les années, on prend un peu plus confiance, et puis voilà, j'ai réussi. Mais je ne m'explique pas encore que j'ai pu, en effet, avec les salons, avec tout ce que je fais et tout, que j'ai réussi à écrire ce roman qui est quand même effectivement long et qui a nécessité pas mal de recherches aussi, quoi. Mais c'est arrivé. C'est le moment qui s'impose à vous. Oui, voilà, c'est une fois qu'on est dedans, de toute façon, c'est une immersion complète, quoi. Quand vous commencez le roman, vous savez la fin? Ça dépend des romans. Là, je savais. Oui. Et vous le faites lire à des gens, vous en parlez à des amis pour vous aider? Ça dépend des romans. En général, non. Mais pour celui-là, j'ai proposé à mon conjoint et à 3 amis de le lire vraiment au fur et à mesure de l'écriture. Enfin, il y en a qui n'ont pas pris tout à fait au même moment, mais globalement, parce que j'avais besoin d'avoir justement un retour sur comment ils percevaient l'histoire, ce qu'ils imaginaient eux, est-ce que Catherine était coupable ou pas, comment ils voyaient la suite. C'était pour avoir leurs impressions. C'était pas tellement pour me orienter dans l'écriture, mais quand même là j'en avais besoin. Mais la plupart de mes romans, c'est mon conjoint et mon éditrice qui les lisent en premier, mais une fois que c'est fini. Ah non, c'est faux. Mon conjoint maintenant, c'est vrai que vraiment, il me lit au fur et à mesure que j'écris, c'est-à-dire que le soir, quand j'écris, il me demande mon travail du jour et il lit ce que j'ai écrit. Et si j'ai pas assez écrit, il n'est pas content. Donc ça vous aide, ça, au fil de l'écriture? Oui, j'aime bien avoir son retour. Ouais, j'aime bien avoir son retour. Puis lui, il est comme ça, il aime bien, il est par petits bouts, il voit comment j'avance, puis du coup, on peut en discuter. Ouais. Pas du tout. Il y a un petit côté feuilletonesque. Oui, voilà, exactement. Ouais. Pas du tout. Non plus. Non. Merci, la rencontre touche à sa fin. Merci beaucoup d'être invité. Merci à vous d'être venu nous écouter. Avec plaisir.